Ils ont décollé. 3 silhouettes s'élevant dans un ciel de guerre. Mais quand le crépuscule a envahi la base, le silence était assourdissant. Pas de retour. Pas de signal. Seulement l'absence. Dans l'immensité du conflit de 1944, l'oubli engloutissait tant de destins. Mais certains mystères refusent de s'éteindre. Celui-ci est resté, une cicatrice invisible sur les registres, un murmure persistant au fil des décennies. Un cas de disparition où les faits étaient plus troublants que le silence officiel. Avant de plonger dans cette énigme, dites-nous, de quelle ville nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. Pour comprendre, nous devons revenir au point de départ. À cet été crucial de 1944. À cet été crucial de 1944, alors que le grondement lointain de l'artillerie ne laissait aucun répit et que le sort de l'Europe se jouait à chaque vol. C'était un matin comme tant d'autres à la base aérienne française, un lieu où la routine côtoyait la mort, où la camaraderie forgeait des liens indéfectibles face à l'incertitude du lendemain. La base, nichée au cœur d'une campagne parsemée de champs et de petits villages, était un bourdonnement constant d'activité. Mécaniciens s'affairant autour des cellules, camions transportant du carburant et des munitions, sentinelles arpentant le périmètre. L'air était imprégné d'une odeur de kérosène et d'humidité, mélange singulier de la guerre et de la nature environnante. Les bâtiments préfabriqués et les tentes de toile abritaient un mélange hétéroclite de personnel, tous unis par la même cause, la même menace. Parmi eux, 3 jeunes pilotes se distinguaient, non pas par leur grade, mais par l'aura discrète que la jeunesse et le courage leur conféraient. Jean Morel, 23 ans, était le prototype du pilote français, discipliné et d'un idéalisme sans faille. Son regard clair trahissait une conviction profonde dans la justice de leur combat. Chaque vérification pré-vol était effectuée avec une précision quasi rituelle, ses gestes empreints d'une rigueur apprise à la dure, sur des machines parfois capricieuses. Sa tenue impeccable sous sa veste de vol usé témoignait d'un respect pour le protocole, même au milieu du chaos. À ses côtés se tenait Thomas Keller, 25 ans, un Américain au charisme évident, son sourire facile masquant une audace calculée dans les airs. Arrivé en France avec la conviction inébranlable de devoir contribuer à la libération du continent, il incarnait l'esprit d'aventure teinté de pragmatisme. Moins préoccupé par les formalités que Morel, il compensait par une capacité d'improvisation et une confiance qui inspiraient ses camarades. Son rire résonnait parfois dans le mess, une note discordante mais bienvenue dans l'ambiance souvent morne de la base. Le troisième homme était Enzo Ricci, 24 ans, un Italo-français dont la réserve contrastait avec son génie manifeste aux commandes d'un avion. Ses yeux sombres observaient le monde avec une intensité silencieuse, analysant chaque détail. Moins loquace que Keller, moins démonstratif que Morel, Enzo communiquait par l'efficacité de ses actions et la froide logique de ses décisions. Il était le genre de pilote sur lequel on pouvait compter dans les situations les plus désespérées, sa présence étant souvent un gage de survie. Ce matin-là, ces 3 hommes se préparaient pour une mission de reconnaissance. Le briefing avait eu lieu à l'aube, dans un local austère éclairé par des ampoules nues. Le capitaine Armand Lefebvre, 42 ans, commandant de l'escadrille, avait présenté les détails avec sa concision habituelle. Lefebvre, un homme au trait marqué par des années de service et une autorité naturelle, avait une réputation de fermeté. Ses instructions étaient toujours claires, ses attentes élevées. La mission consistait à survoler un secteur montagneux à l'est, évaluer les mouvements potentiels des forces ennemies et rapporter toute activité suspecte. Une mission qualifiée de routine, de basse complexité, ne devant pas excéder quelques heures. Les risques étaient jugés minimes, la zone n'étant pas connue pour une forte concentration de DCA ou de chasseurs ennemis. Morel, Keller et Ricci avaient écouté attentivement, hochant la tête en signe de compréhension. Il n'y avait rien dans ce briefing qui sortait de l'ordinaire, rien qui ne laissait présager la déroute à venir. Les cartes annotées furent distribuées, les derniers ajustements de route mémorisés. Quelques instants plus tard, sur le tarmac, les 3 P-51 Mustang attendaient, leurs hélices immobiles sous le soleil pâle. Les mécaniciens effectuaient les dernières vérifications, un balai bien rodé de gestes précis et silencieux. Les pilotes, vêtus de leurs combinaisons de vol et équipés de leurs casques et masques à oxygène, s'approchèrent de leur monture. Le métal froid des carlingues contrastait avec la chaleur ambiante. Jean Morel fut le premier à grimper dans son cockpit, suivi par Thomas Keller et Enzo Ricci. Le claquement des verrières se refermant fut un son familier, marquant la transition du sol au ciel, du monde des hommes à celui des machines. Les moteurs s'éveillèrent un à un rugissement puissant qui secoua l'air et fit vibrer le sol.
Une fumée âcre s'échappa des échappements. Les avions, lourds et majestueux, se mirent en mouvement, roulant vers la piste. Le décollage fut impeccable. Les 3 appareils s'élancèrent dans le ciel, montant en formation, leurs silhouettes devenant rapidement de petits points scintillants à l'horizon, avant de disparaître complètement. À la base, l'attente commença. Le lieutenant Bertrand, l'officier des transmissions, se posta devant ses radios, l'oreille attentive au grésillement statique. Le capitaine Lefebvre consulta sa montre, puis les cartes, parcourant mentalement l'itinéraire prévu. Les premières heures passèrent sans incident. Le soleil monta au zénith, puis amorça sa descente. Les estimations de retour commençaient à être dépassées. L'ambiance à la base se fit plus lourde. Des regards furtifs étaient échangés entre les hommes. Le grésillement des radios devenait un bruit lancinant, un vide assourdissant. Le capitaine Lefebvre, dont la posture restait rigide, ne disait rien, mais son front se plissa imperceptiblement. La nervosité commença à se propager parmi le personnel. Un retard était possible, des problèmes techniques pouvaient survenir, mais le silence radio absolu était inhabituel. Il n'y avait eu aucun message de détresse, aucun signe de combat aérien, aucune indication d'un quelconque problème. Les aiguilles de l'horloge continuèrent leur course inexorable. Le crépuscule s'installa, peignant le ciel de teintes oranges et violettes. Puis vint l'obscurité. Les projecteurs de la base furent allumés, balayant le ciel vide. L'espoir s'effilocha, remplacé par une angoisse grandissante. Les avions auraient dû être de retour depuis longtemps. Le silence était devenu une certitude lugubre. Dans la soirée, les rapports furent consolidés. Aucune trace radar, aucune communication. Les opérations de recherche, limitées par la nuit et les ressources du temps de guerre, ne purent localiser les appareils. La sentence tomba, inévitable, formelle. Les documents militaires furent rédigés. 3 noms furent ajoutés à la liste croissante des pertes. La communication officielle fut brève, froide, empreinte de la fatalité bureaucratique de la guerre, disparue en mission. Les télégrammes furent expédiés, porteurs d'une nouvelle dévastatrice pour des familles déjà étreintes par l'angoisse. Pour les parents de Jean Morel en Normandie, pour l'épouse de Thomas Keller aux États-Unis, pour la sœur d'Enzo Ricci près de Marseille, ces quelques mots représentaient un cataclysme. Pas de corps à pleurer, pas de tombeau où se recueillir. Seulement l'écho vide d'une absence inexplicable. Des funérailles symboliques furent organisées, avec des cercueils vides, des drapeaux pliés et des larmes silencieuses. Ces cérémonies de deuil, sans la présence physique des défunts, ne purent jamais vraiment offrir de clôture. Elles laissèrent derrière elles un vide douloureux, une plaie ouverte que ni le temps ni les rapports officiels n'auraient le pouvoir de refermer. Un mystère sans réponse immédiate était né, destiné à tourmenter les mémoires pendant des décennies. La disparition de Jean Morel, Thomas Keller et Enzo Ricci en 1944 fut l'une des nombreuses tragédies englouties par la Seconde Guerre mondiale. Officiellement classée perdue en mission, pour le grand public, l'histoire s'est estompée avec le tumulte de l'après-guerre. Les années passèrent, emportant une partie de l'urgence de ces disparitions spécifiques. Pourtant, certains souvenirs, imprégnés d'une dissonance inexplicable, refusaient de s'évaporer totalement. Dans les cercles restreints des vétérans de l'armée de l'air, des murmures persistaient. D'anciens mécaniciens de la base, des officiers à la retraite qui avaient croisé Morel, Keller et Ricci, ne pouvaient oublier l'étrangeté de cette absence. Leurs conversations, souvent tenues à voix basse lors de commémorations, revenaient inlassablement sur les faits troublants. Pas un seul débris. Pas le moindre signal radio. Aucune activité ennemie enregistrée dans ce secteur. Ces phrases se répétaient comme un leitmotiv, cristallisant une insatisfaction latente face à la conclusion officielle. Pour ces hommes, l'absence totale d'explication était plus dérangeante qu'une tragédie manifeste. La disparition simultanée de 3 appareils sans la moindre trace défiait la logique habituelle des pertes de guerre. Plusieurs décennies s'écoulèrent. Fin des années 1990 et début 2000, l'ouverture des archives militaires et l'accès à des documents jadis classifiés firent émerger des informations inattendues. Des chercheurs indépendants, des historiens, et quelques journalistes spécialisés eurent accès à des rapports jusqu'alors confidentiels. La lecture de ces dossiers révéla des contradictions patentes avec la version officielle. Les rapports météorologiques détaillés pour ce jour précis d'août 1944 indiquaient un ciel d'une clarté absolue, une visibilité exceptionnelle et des conditions de vol parfaitement stables sur toute la zone de mission désignée. Il n'y avait eu ni tempête, ni vent violent,
ni phénomènes météorologiques imprévus. Plus troublant encore, les relevés des services de renseignement alliés et les transcriptions d'écoutes radio de l'époque confirmaient une absence totale d'activité aérienne ou anti-aérienne ennemie dans le secteur assigné aux 3 pilotes. Aucune patrouille de chasseurs allemands n'avait été signalée. L'hypothèse implicite d'un engagement ennemi, souvent invoquée pour les disparitions en mission, était ici formellement contredite par les propres enregistrements des forces alliées. Ces révélations, bien que tardives, ravivèrent l'intérêt pour l'affaire. Elles encouragèrent d'anciennes témoins, désormais des personnes âgées qui n'étaient que des enfants ou de jeunes adultes en 1944, à sortir du silence. Leurs souvenirs, parfois fragmentés mais étonnamment convergents, apportèrent un nouvel éclairage. Évelyne Dubois, agricultrice qui vivait alors à proximité de la base, se rappela distinctement avoir vu 3 mouettes de métal, comme elle les appelait, voler avec une trajectoire inhabituelle, vers l'est, en direction d'une zone montagneuse escarpée, le jour même de la disparition. Paul Garnier, ancien garde-chasse dont le poste surplombait les vallées avoisinantes, corrobora cette observation, précisant que les avions semblaient voler plus bas qu'à l'accoutumée et avec un bruit de moteur étrangement faible pour des chasseurs en mission, avant de disparaître derrière les crêtes boisées. Ces témoignages, recueillis des décennies après les faits, convergeaient tous vers la même zone géographique, une chaîne de montagnes reculées, densément boisée et d'accès particulièrement difficile, qui n'avait, de fait, jamais fait l'objet d'une recherche aérienne ou terrestre approfondie à l'époque. La raison officielle évoquée était la priorité donnée au front actif et la limitation des ressources en temps de guerre, rendant cette zone jugée trop isolée pour justifier un déploiement coûteux. L'accumulation de ces éléments, le silence radio inexplicable, l'absence avérée d'activité ennemie, des conditions météorologiques parfaites, et ces témoignages persistants d'un vol dévié vers les montagnes, commença à transformer la simple disparition en un mystère aux contours nettement plus sombres. Les théories, auparavant marginales, commencèrent à circuler avec une insistance nouvelle. Certains évoquaient un acte de sabotage sophistiqué, un dysfonctionnement délibéré des appareils ou de leur système d'oxygène. D'autres suggéraient des ordres fallacieux, une mission délibérément compromise, une erreur fatale dans la chaîne de commandement. Une troisième hypothèse, plus inquiétante encore, prenait corps. Et si les pilotes avaient fait une découverte? Une base secrète, un mouvement de troupes ennemies inattendu, une opération clandestine, ou une activité illégale majeure. Quelque chose d'une telle sensibilité qu'il aurait fallu les faire taire, eux et leurs machines, de manière définitive. Cette idée, bien que spéculative, était alimentée par un fait troublant, la présence du capitaine Armand Lefebvre, commandant de l'escadrille, à la base ce jour-là. Lefebvre, qui avait poursuivi une carrière relativement discrète après la guerre avant de se retirer sans fanfare, était une figure énigmatique pour ceux qui s'intéressaient aux affaires non résolues. Des chuchotements le liaient à d'autres controverses antérieures, des missions ayant tourné au désastre dans des circonstances obscures, des incidents étranges qui avaient été rapidement étouffés par l'état-major. On parlait alors de négligence coupable dans certains dossiers, de manque de jugement dans d'autres. Jamais rien de formellement prouvé, toujours des soupçons, des rumeurs balayées sous le tapis au nom de la nécessité militaire et de la protection de l'image de l'institution en temps de guerre. La nature exacte de ces controverses abaffées restait obscure, mais leur simple mention suffisait à jeter une ombre persistante sur l'homme. La conjonction du silence radio des pilotes, des contradictions documentaires et des antécédents troublants de Lefebvre donnait naissance à une perception grandissante. Derrière le rapport officiel succinct de disparus en mission se cachait une vérité bien plus sombre, une histoire de trahison ou de complot, patiemment dissimulée, qui attendait son heure pour être pleinement révélée. Le mystère, loin de s'être dissipé avec le temps, avait mûri, se transformant en un soupçon tenace et grandissant, prêt à éclore au grand jour. 75 ans plus tard, le temps avait travaillé son œuvre, dissimulant les cicatrices de la guerre sous une épaisse couche de nature. Le mystère des 3 pilotes disparus, bien que toujours vivace dans les mémoires de quelques familles et chercheurs, était resté sans réponse, enfoui sous les strates du temps et de l'oubli officiel. Les témoignages épars et les documents contradictoires n'avaient jamais suffi à forcer une nouvelle investigation d'envergure. Mais la nature, gardienne impénétrable de ses secrets, parfois décide de les révéler. Nous sommes en 2019. Dans le massif montagneux évoqué par les rares témoins de 1944, une région reculée, densément boisée et d'accès difficile, au cœur de la France, la forêt régnait en maître. Des explorateurs civils, passionnés de randonnée et d'histoire locale, s'aventuraient hors des sentiers balisés, à la recherche de points de vue inédits ou de vestiges oubliés. C'est au détour d'une pente raide, recouverte de mousse et d'un humus profond, qu'un pas mal assuré fit vaciller l'un d'eux, M. Dubois, le plongeant presque sur une surface dure et métallique. En dégageant la terre et la végétation avec ses mains, il découvrit une plaque de métal corrodée,
ses bords dentelés et sa courbure atypique trahissant une origine non naturelle. Un œillet rouillé, jadis destiné à une fixation, apparut sous la mousse. L'homme reconnut alors les marques distinctives de l'aéronautique militaire, le gris vert effacé d'une peinture de camouflage, un rivet spécifique. La rumeur, les vieilles histoires de la guerre, tout se télescopa dans l'esprit de M. Dubois. La zone, longtemps jugée inaccessible et sans intérêt majeur pour les recherches passées, venait de livrer son premier indice concret. Sa découverte fut rapportée avec une urgence palpable aux autorités locales, qui, après un premier examen sommaire, prirent la mesure de l'événement. L'alerte fut rapidement donnée au niveau supérieur. En quelques heures, l'endroit isolé se transforma en une scène d'enquête complexe et d'une ampleur inattendue. Des équipes de secours en montagne furent mobilisées pour sécuriser l'accès, suivies par des experts de la gendarmerie nationale, des archéologues militaires du service historique de la défense et des spécialistes de l'aviation de la Direction générale de l'armement. L'accès au site, niché au creux d'une combe à forte déclivité, nécessitait un équipement spécialisé et des heures de marche à travers un sous-bois dense, ponctué de rochers glissants et d'arbres centenaires. Cet isolement extrême souligna pourquoi cette découverte avait pris tant de temps, justifiant les omissions des recherches passées. Les premiers rapports des gendarmes dépêchés sur place, décrivant la nature des vestiges, firent rapidement le lien avec les dossiers oubliés des 3P51. L'excitation contenue le disputait à la gravité des faits. La scène qui s'offrit aux premiers enquêteurs et techniciens de la police scientifique fut surréelle et d'un réalisme glaçant. Sous un des végétales denses, formés par la canopée des hêtres et des sapins, gisaient 3 avions de chasse P-51 Mustang. Ils n'étaient pas éparpillés. Au contraire, les appareils étaient étrangement regroupés, presque intacts, avec leurs ailes repliées ou brisées nettes, mais sans déformation majeure de la carlingue. Un premier avion était incliné contre une éminence rocheuse, son nez enfoncé dans le sol meuble. Le second, à quelques mètres, était posé sur le ventre, l'hélice tordue mais le fuselage étonnamment préservé. Le troisième, légèrement en contrebas, reposait en partie sur son aile droite, comme un oiseau blessé se blottissant contre ses congénères. Cet alignement, cette proximité, ne relevait pas du hasard d'un crash violent et désordonné. Il semblait avoir été conduit jusqu'à ce point précis avant de s'immobiliser, comme si un pilote invisible les avait posés là avec une intention macabre et calculée. Les verrières étaient brisées par l'impact et la force du temps, mais les fuselages conservaient une intégrité déroutante. Aucun signe d'explosion n'était visible. L'absence de marques de carbonisation sur les matériaux, l'herbe et la mousse poussant jusque dans les orifices des moteurs, attestaient de l'absence totale d'incendie, un phénomène pourtant quasi systématique lors de ce type d'accident impliquant des réserves de carburant. Le choc le plus profond vint de l'intérieur des cockpits. Là, toujours sanglés à leur siège éjectable, se trouvaient les squelettes des 3 pilotes. Leurs ossements, recouverts de lambeaux d'uniformes militaires gris-vert et de cuir moisi, étaient figés dans des positions qui évoquaient non pas une lutte violente contre l'impact, mais une immobilité préalable. Chaque squelette, conservé dans sa combinaison de vol détériorée, tenait les commandes de l'avion, comme des marionnettes dont les fils auraient été coupés. Les casques étaient toujours sur leur crâne, leurs mains squelettiques agrippant le manche à balai et la manette des gaz. Des fragments d'insignes de grade, des boucles de ceinture corrodées, et même, pour l'un d'eux, l'alliance jaunie d'un mariage oublié, ajoutaient à l'horreur silencieuse de la scène. Ils étaient là, tels des reliques macabres, conservés par l'environnement froid et humide de la forêt, leurs regards vides, à travers les ouvertures des casques, semblant défier le temps, comme s'ils attendaient une explication. Les instruments de bord, figés, montraient des aiguilles déformées, mais certaines indications, comme celles de l'altimètre et de l'indicateur de vitesse, suggéraient une descente contrôlée jusqu'à un impact à faible vélocité. L'absence totale de destruction violente, la disposition quasi ritualistique des 3 appareils, et la présence des restes humains dans des cockpits relativement préservés, levèrent instantanément d'innombrables questions. Ce n'était pas l'image d'un crash typique de haute vélocité, ni d'un affrontement aérien avec des traces de balles ou d'éclats. L'état des épaves suggérait un atterrissage forcé, contrôlé jusqu'au dernier instant, ou une chute à très basse vitesse. Mais alors, pourquoi aucun des pilotes n'avait-il tenté de s'éjecter ou de s'échapper? Pourquoi un tel alignement? Et surtout, pourquoi n'y avait-il eu aucune trace de feu ni d'explosion, événement si fréquent dans les accidents impliquant du carburant et des munitions? La découverte de 2019, 75 ans après les faits, transforma un ancien cas de disparition en mission en une énigme macabre. Elle arrachait l'histoire à l'oubli, exigeant désormais des réponses modernes, des investigations scientifiques pour éclairer ce que les décennies de silence avaient si bien gardé. Le mystère des 3P51, des 3 pilotes fantômes de la forêt,
venait de s'éveiller, plus pressant et plus sombre que jamais. La mémoire des rumeurs, des documents contradictoires et des témoins du passé trouvait enfin un écho physique dans cette vallée isolée. Il ne s'agissait plus seulement d'une histoire de guerre, mais d'une scène de crime figée dans le temps, un puzzle attendant d'être résolu. La découverte des 3 P-51 Mustang et de leurs pilotes squelettiques, figés dans la forêt, avait transformé un dossier de disparition en une énigme glaçante. Les questions sur l'alignement, l'absence de feu et l'inactivité des pilotes exigeaient des investigations modernes. Les enquêteurs de la Gendarmerie nationale et les experts de l'Institut de recherche criminelle, IRCIN, prirent la relève. Le site fut méticuleusement documenté. L'analyse des déformations des hélices et des traces d'impact montra que les avions n'avaient pas subi un crash violent à haute vitesse. Les données suggéraient une descente progressive, un impact à faible vélocité, comme si les appareils, privés de contrôle, avaient glissé jusqu'à leur arrêt. Ceci expliquait l'état préservé des fuselages et l'absence d'explosion. L'enquête se concentra sur les restes des pilotes. Les squelettes de Jean Morel, Thomas Keller et Enzo Ricci furent extraits et transportés vers les laboratoires de l'IRCIN. Malgré les corps altérés par 75 ans dans l'environnement forestier, les avancées de la science forensique permirent des analyses approfondies des os, des uniformes et des équipements. Les premières analyses révélèrent des traces anormales. Des résidus microscopiques de substances non organiques furent détectés sur les uniformes, particulièrement autour des masques à oxygène et sur les gants. Plus troublant encore, des examens des matrices osseuses mirent en évidence des concentrations inexpliquées de composés chimiques spécifiques, compatibles avec l'action de gaz toxiques ou d'agents chimiques à action rapide. Les experts confirmèrent qu'il s'agissait de composés neurotoxiques ou asphyxiants, connus pour provoquer une perte de conscience quasi immédiate et la mort. La conclusion fut terrifiante. Les pilotes n'avaient pas succombé à l'impact. Ils étaient déjà morts, ou du moins profondément incapacités, bien avant que leur P-51 ne touche le sol. Leur position figée dans les cockpits n'était pas le résultat d'une lutte, mais d'une immobilité macabre. L'agent toxique avait très probablement été introduit dans le système d'oxygène des avions. À l'altitude de leur mission, le passage à l'oxygène pur était vital. C'est alors que le poison aurait été administré. Les avions, privés de leurs pilotes, avaient continué leur course, descendant progressivement jusqu'à ce que la topographie de la montagne mette fin à leur vol fantôme à basse vitesse. La découverte de cet empoisonnement collectif transforma le dossier en une affaire criminelle. La question était désormais: qui a fait ça? Les enquêteurs se tournèrent vers les archives militaires récemment déclassifiées, celles-là même qui avaient révélé les contradictions sur la météo et l'absence d'ennemis. Un dossier attira particulièrement l'attention, celui du capitaine Armand Lefebvre, commandant de l'escadrille en 1944. Les documents révélaient que Lefebvre avait été secrètement accusé de trahison et de sabotage à l'époque même de la disparition. Les accusations faisaient état de fuite d'informations stratégiques et de la compromission de missions alliées en échange d'argent ou de faveurs. Mais, en pleine guerre, un tel scandale était inacceptable pour le haut commandement. L'idée qu'un officier français puisse être un traître aurait miné le moral et la confiance publique. Le cas Lefebvre avait été rapidement étouffé. Les preuves furent enterrées, et le capitaine, bien que mis à l'écart, ne fut jamais formellement jugé. Ses supérieurs avaient préféré le silence et la dissimulation pour protéger l'honneur de l'institution militaire. La vérité émergea alors. La mission de Jean Morel, Thomas Keller et Enzo Ricci n'avait pas été perdue par hasard. Ce fut un crime, un assassinat collectif orchestré par un officier de leur propre camp, le capitaine Armand Lefebvre. Les 3 jeunes hommes avaient été envoyés à la mort, condamnés avant même de décoller. Leurs masques à oxygène, destinés à les maintenir en vie, étaient devenus les instruments de leur exécution. 75 ans après les faits, cette vérité longtemps niée fut officiellement reconnue. Des obsèques dignes furent enfin organisées pour Jean, Thomas et Enzo. Leurs restes, identifiés, furent inhumés avec les honneurs militaires. Les familles, réduites à des petits-enfants et arrière-petits-enfants, reçurent la vérité qui leur avait été volée. Le soulagement fut rapidement éclipsé par une profonde indignation. La trahison, venue de l'intérieur, était presque plus difficile à accepter que la mort au combat. Les archives militaires, autrefois scellées, furent purgées de leurs mensonges. Elles portent désormais la marque indélébile d'un crime de guerre commis non par l'ennemi, mais par des mains qui portaient le même uniforme. Le scandale, jadis enterré, devint une page sombre mais essentielle de l'histoire, un avertissement sur les coups de la dissimulation. La forêt avait rendu ses morts, et avec eux, la preuve d'une trahison qui avait traversé les âges.
Ainsi, le silence de 75 années fut brisé. La forêt, gardienne des secrets et complice involontaire, a rendu ses morts, Jean Morel, Thomas Keller et Enzo Ricci, non pas comme des héros tombés au combat, mais comme les victimes silencieuses d'une trahison insidieuse. Leurs corps, figés dans l'acier de leur cockpit, empoisonnés avant même que leurs avions ne touchent le sol, témoignaient d'un crime orchestré, une machination dont le capitaine Lefebvre fut l'instrument et l'État le garant du silence. Les archives, autrefois complices du mensonge, révèlent aujourd'hui la vérité nue. Une exécution déguisée en accident militaire, une injustice perpétrée par ceux-là même qui portaient le même uniforme. Le temps n'a pas effacé les preuves, mais il a attendu l'aube d'un nouveau siècle pour les dévoiler. Cette histoire est un rappel poignant que le passé, même lorsqu'il est enfoui sous des couches d'oubli et de dissimulation, finit toujours par refaire surface. Elle interroge les cicatrices que la guerre laisse non seulement sur les paysages et les corps, mais aussi sur la conscience des hommes, et la force inébranlable de ceux qui cherchent la vérité, même des décennies plus tard. Le sacrifice de ces jeunes hommes, privés de sa dignité par la trahison, trouve enfin un écho, un testament amer mais nécessaire à la complexité des ténèbres humaines. Dans cette tragédie où la confiance fut trahie de l'intérieur, quelle réflexion cette révélation vous inspire-t-elle le plus profondément? Partagez vos pensées et vos émotions dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes captivé par ces récits où l'ombre du passé se mêle au présent, nous vous invitons à découvrir une autre de nos enquêtes, juste ici. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette histoire vous a marqué, et abonnez-vous à Astérisque Vestige d'un mystère astérisque pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des vérités enfouies.